Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture et un point lecture bilan en même temps de l'ensemble de mes lectures du mois de juin. Alors un mois qui n'a pas été en termes de quantité le meilleur mois de mon année. Pourquoi? Eh bien j'avoue que je ne sais pas trop, la fin d'année scolaire j'entends était un peu difficile, ouais, une petite baisse de morale, tout ça. Donc bref, je pense que ça explique peut-être un peu ça. J'ai pas eu énormément de temps non plus pour lire autant que je l'aurais voulu. Et puis il y a également 2-3 livres qui m'ont pris un peu de temps parce que ce sont des petits pavés. On va commencer par les graphiques. J'ai lu 2 graphiques ce mois-ci, enfin 4, mais une série de 3 tomes. Donc voilà, j'ai d'abord lu la trilogie de manga qui s'intitule Contamination. C'est de Ao Akato et c'est publié chez Kana dans leur collection Big. Donc voilà, j'allais dire là, c'est une série qui est complète en 3 tomes. Sans surprise, le pitch, au vu de la couverture, au vu du titre, je pense que vous avez tout de suite compris de quoi on va parler. On est à Yokobashiri, une ville qui est juste au pied du mont Fuji. On va suivre une jeune femme qui est médecin dans un hôpital et qui va être confrontée, au début du premier tome en tout cas, qui va être confrontée à des personnes qui arrivent avec des symptômes similaires. Elle va assez vite se rendre compte qu'il s'agit d'une maladie qui se répand. Et voilà, clairement dans les 3 tomes, on va être dans l'expansion de cette épidémie, les conséquences sur les individus, comment les gens réagissent, qu'est-ce que c'est que cette épidémie, d'où est-ce qu'elle vient, enfin voilà, etc. On est sur une série qui est conclusive, en 3 tomes, donc vous pouvez y aller. C'est une série que j'ai trouvée sympathique dans l'ensemble. Voilà, j'ai passé un bon moment, si tant est qu'on peut passer un bon moment avec une pandémie. Voilà. C'était intéressant. Après, j'y ai trouvé franchement rien d'incroyable, rien d'hyper original par rapport à ce que j'ai déjà pu lire. Alors en graphique, pas, mais en roman en tout cas, sur voilà, qu'est-ce qui se passe quand une maladie se répand, les gens qui paniquent, les gens qui veulent fuir. Les gens presque qui vont s'entretuer, les gens qui sont tétanisés sur place, voilà, tout ça on le retrouve ici. C'est plutôt bien fait, c'est assez didactique. On voit l'impact sur la ville et puis sur le reste de la ville. Voilà, globalement c'était sympa. Au niveau des personnages, voilà, moi je me suis pas attachée plus que ça. Alors est-ce que c'est le fait que ça dure en 3 tomes? J'ai pas été particulièrement émue non plus. Voilà, c'est resté, j'allais dire, assez en surface, peut-être un petit manque de profondeur. Voilà, au niveau du dessin, vous l'avez vu, moi j'ai trouvé que c'était propre. Voilà, propre, bien fait. Voilà. Bon, en gros, une lecture sympa. Je peux vous la recommander si vous aimez bien les thématiques des épidémies qui se répandent, hein, mais je pense que vous apprendrez rien. Si vous avez l'occasion d'emprunter en médiathèque, peut-être davantage. Voilà, c'était une série sympathique, mais voilà, je suis pas certaine que je la garderai en mémoire pendant très très longtemps. Ma meilleure lecture graphique de ce mois-ci a été sans conteste celle-ci, donc Death Note Short Stories de Tsugumi Oba au scénario et Takeshi Obata au dessin, publié chez Kana, dans leur collection Dark-Kana. C'est un recueil de nouvelles qui se trouve, qui se passe, je m'en mêle, j'ai le cerveau qui s'en mêle, qui se passe dans l'univers de Death Note, donc série d'origine, hop, que vous voyez toujours en fond de mes vidéos, voilà, qui est ici. Moi j'ai la Black Edition. Donc ça regroupe, alors 4 nouvelles je crois. Non, je dis n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors il y a 6 nouvelles. Mais parmi ces 6 nouvelles, il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention, c'est la deuxième qui s'intitule Akira, qui est vraiment pour moi la meilleure nouvelle du recueil. Par contre, ce recueil, donc d'abord je l'ai lu, je suis tout brouillon aujourd'hui autour de ce titre en tout cas, je l'ai lu en lecture commune avec Dorian de la chaîne Monsieur Cadric. Il a eu l'excellente idée de me proposer de lire une nouvelle par jour, c'est ce qu'on a fait, et du coup on débriefait après chaque nouvelle. Ça, c'était vraiment très sympa et super cool. Franchement, si vous avez l'occasion de lire des recueils de nouvelles, que ce soit en graphique ou en roman de cette manière-là, je vous le recommande. Parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça permet vraiment de profiter de chaque nouvelle. Et finalement, de prendre le temps de se poser aussi sur chaque nouvelle. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Est-ce que ça nous a plu? Est-ce que ça nous a pas plu? Etc. Deuxième chose qu'il faut que je vous dise, ne surtout pas commencer Death Note par ce titre-là. En vous disant, oh bah, comme ça je vais découvrir l'univers, machin. Non, pas du tout, hein. Ne le faites pas du tout parce que dès les 2 premières pages, vous allez vous faire spoiler l'intégralité du manga Death Note. Donc il est vraiment vraiment à lire après
soit avoir lu le manga ou éventuellement avoir regardé la série animée. Pas le film, parce que le film, je ne l'ai pas vu et je n'ai pas particulièrement envie de le regarder. Par contre, l'animé, moi je l'ai vu, vous pouvez également, si vous n'avez pas lu le manga mais que vous avez vu l'animé, le lire après. Voilà, vous serez pas, du coup, vous ne serez pas spoilé. Mais surtout, surtout, ne commencez pas par ce titre, ça serait vraiment un grand gâchis à mon sens. Et donc, comme je disais au démarrage, ma nouvelle préférée, c'est celle qui s'intitule Akira. On va avoir dans cette nouvelle une utilisation du Death Note différente de celle qu'on a vue. C'est ce qu'on va retrouver également dans 2 autres nouvelles. Mais Dorian m'a dit qu'il y en avait une qui était déjà disponible dans le tome 13 de la version, de la petite version de Death Note. Moi j'ai la version, donc, comme je disais, la Black Edition qui est plus grande. Je vais d'ailleurs vous prendre hop, un tome, vous voyez la différence. Donc moi j'ai cette édition-ci, donc qui est... là, je suis emmêlée aujourd'hui. Voilà, qui est une version plus grande. Voilà, vous avez donc des dessins plus grands, les tranches sont également noires. Et donc dans cette version-ci, je n'avais pas la nouvelle qu'on a là. Par contre, dans l'édition simple, parce que celle-ci regroupe 2 tomes, je crois, par volume, là, il y a un tome 13, et dans ce tome 13, il y a la dernière grosse nouvelle de ce recueil. Donc moi, pour moi, c'était une découverte, pas pour Dorian. Donc voilà, j'avoue qu'en dehors de cette nouvelle-là, la Akira, qui m'a beaucoup plu, et c'est vrai que c'est très agréable quand on aime l'univers de Death Note de se replonger, et bien de retrouver certains personnages, ou de retrouver ne serait-ce que les Shinigami. Pour le coup, ça c'était très chouette. Après, je dois bien reconnaître qu'en dehors du côté fangirl, c'est pas un recueil incroyable et inoubliable. Il y a notamment plusieurs nouvelles qui sont des trucs un peu en 4 cases, en mode gag. Franchement, c'est largement très très... Voilà, cette version-là, par exemple. Voilà, là, en fait, vous avez sur ces 4 cases ici, ce sont des gags. Moi, ça m'a pas fait rire, j'ai pas trouvé ça incroyable, et je pense que le scénariste, je serais pas des mangas d'humour. Hein. Clairement, c'est pas son truc, ça marche pas trop. En tout cas, avec moi, ça n'a pas marché. Avec Dorian, apparemment, ça n'a pas marché non plus, les blagues. Donc voilà, je pense que l'humour, laisse tomber. Enfin, voilà, concentre-toi plutôt sur des choses un peu plus dramatiques, je pense que tu y seras bien meilleur. Voilà, sinon c'était sympa, c'est toujours agréable hein, de replonger dans un univers d'une série qu'on aime beaucoup, et c'était le cas pour moi. C'était un grand bonheur de replonger dans l'univers de Death Note. Et voilà, et je ne saurais que vous recommander de découvrir cette série. Donc, comme je vous le disais, le manga ou l'animé, éventuellement la version épisode, pas le film. Voilà, c'est une très très bonne série et c'était très agréable, donc à recommander clairement plutôt pour les fans hein, de l'univers de Death Note. C'est fini pour les graphiques, on va passer au roman. Comme d'habitude, on va aller de ma moins bonne à ma meilleure lecture. Donc la déception du mois, clairement, c'est ce titre-ci, c'est BMS, la Brigade du Surnaturel de Florian Impala. C'est édité par ActuSF dans leur collection Naos. Je remercie les éditions ActuSF de m'avoir envoyé ce titre, même si cette lecture a été plutôt mitigée. Ici, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Claire Defontaine, et elle est inspectrice dans la brigade de la magie et du surnaturel. Elle est considérée comme un des meilleurs éléments de cette brigade. Et du fait de sa réputation, elle est contactée par un homme qui s'appelle... J'ai même carrément oublié le nom de cet homme. Aucune idée. Je ne me rappelle pas du tout comment il s'appelle. Donc en gros, il y a un homme qui vient la mandater au nom du roi des démons, enfin du diable, pour élucider un crime qui a eu lieu et qui leur apparaît assez incroyable. Donc elle, dans la mesure où elle est la meilleure et c'est sa spécialité, les créatures surnaturelles, elle est bien tout indiquée pour solutionner ce crime. Ça partait bien, c'était un pitch qui me plaisait vraiment, vraiment beaucoup. En plus, derrière, on me dit Kill Bill, Buffy, American Gods. Alors moi, je n'ai pas retrouvé ni Kill Bill, ni Buffy, ni American Gods. Hein, je vous le dis tout de suite, moi, je suis passée complètement à côté de ce texte. Alors, le point fort, on va dire, ce qui m'a en fait le lire en entier malgré tout, parce que je ne vous cache pas que j'ai même envisagé de l'abandonner à un moment, c'est l'écriture de l'autrice. Finalement, c'est, je trouve, ce qui sauve un petit peu ce texte. Je trouve qu'elle a une écriture plutôt agréable, fluide, ça se lit bien. Voilà, je trouve que c'est globalement plutôt bien écrit. Après, Naos, c'est la collection Young Adult, hein, me semble-t-il, de chez ActuSF. On est dans de l'urban fantasy, mais de l'urban fantasy
qui je trouve regroupe à mon sens un petit peu trop de clichés et pas forcément bien exploités. Donc j'ai trouvé déjà que l'histoire, moi, elle ne m'a pas embarquée du tout. J'ai même trouvé que c'était très lent à démarrer. Et puis j'ai trouvé tout au début, là peut-être dans les 100 premières pages, j'aurais même dû mettre un post-it je pense, que finalement il se passait beaucoup de choses mais que ça n'apportait pas grand-chose à l'enquête de base. On a des éléments qui s'enchaînent, des événements qui s'enchaînent, mais finalement j'avais du mal à voir quel était le lien avec la trame principale. J'avais l'impression parfois d'événements juxtaposés, comme ça côte à côte, sans forcément être liés les uns aux autres ou alors liés un peu artificiellement. Je n'ai pas particulièrement aimé comment l'histoire était structurée. Au niveau des personnages, on a donc ce duo qui se met en place entre elle et le démon qui la coach un peu sur cette enquête. J'ai eu pendant longtemps un petit peu de mal à voir quel était l'intérêt finalement de ce personnage masculin. Ce personnage féminin qui nous est présenté comme la meilleure, hein, voilà, clairement, bah, j'avais envie de lui dire, ouais, la meilleure, bah, pour quelqu'un qui est la meilleure, bah, je me dis, le niveau des autres, ça doit pas être terrible quand même. Voilà, on nous la présente comme une super flic, et c'est pas du tout la sensation que j'ai eue, moi, loin de là, très très loin de là. Je l'ai même trouvée très agaçante par moments. Et je dois bien avouer que ce qui m'a complètement fait décrocher du texte et envisager de l'abandonner, c'est que l'autrice met de l'humour dans ce roman, mais de l'humour qui, avec moi, ça n'a pas pris du tout, quoi. Un humour qui, en plus, est assez sexualisé par moments. Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. À chaque blague ou à chaque fois où je voyais, où je me disais, bon là, je suis censée rire, je me disais, mais c'est pas possible, ça marche pas du tout avec moi. Donc voilà, clairement, avec moi, ça l'a pas fait du tout. J'ai vu que c'est un titre qui avait malgré tout de bons retours. Donc voilà, si vous, ça vous intéresse, je vous invite fortement malgré tout à le découvrir. Moi, ça l'a pas fait du tout, mais c'est pas parce qu'avec moi, ça n'a pas marché que ça ne peut pas plaire à d'autres. Donc voilà, moi, si le pitch vous intéresse, allez-y. Peut-être qu'à vous, cette manière de faire vous plaira. Moi, clairement, je ne lirai pas le tome 2. Par contre, voilà, si j'ai l'occasion de relire l'autrice dans autre chose, je pense que je tenterai quand même pour voir. Mais j'avoue que là, moi, ce titre ne m'a pas du tout convaincue. Et comme je vous le disais, c'était en plus une grosse pavasse. Et il fait 597 pages. Donc clairement, il m'a pris un petit peu de temps pour une lecture moyenne. Enfin, une lecture très mitigée. Donc ça a aussi un peu, je pense que ça a un peu plombé un peu mon mois de juin. Deuxième lecture, mitigée, pas mauvaise, mais mitigée. Donc j'ai lu À la pointe de l'épée de Hélène Kushner. C'est également un service presse envoyé par les éditions ActuSF et c'est publié dans leur collection Poche Helios. Alors ici, déjà vous voyez il y a il y a plusieurs post-it pour une raison très simple. C'est qu'ici, ce que je ne savais pas, ce dont j'avais pas pris conscience au démarrage, c'est qu'on a un roman. Voilà. Et tout le reste, ce sont des nouvelles. Alors, je n'ai pas regardé au début. Il y a 2, 3, 4, il y a 5 nouvelles et un roman. Et la maison d'édition a eu l'excellente idée de mettre les nouvelles, c'est ce qui nous est expliqué dans la préface, dans l'ordre chronologique de l'histoire. Donc, on a 2 nouvelles, le roman et 3 nouvelles après. Donc, on est vraiment dans un ordre chronologique. Alors que les nouvelles n'ont pas du tout été publiées dans cet ordre-là, puisque la première nouvelle, voilà, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple, voilà, vous voyez, donc les nouvelles, vous voyez assez vite, hein, elles ne sont pas du tout publiées dans l'ordre chronologique, et finalement, le fait que la maison d'édition les ait regroupées comme ça dans l'ordre de l'histoire, eh bien moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé à appréhender le gros de cet ouvrage, qui est bien le roman À la pointe de l'épée. Donc ici, on va suivre Richard Saint-Vière, qui est le meilleur duelliste des Bordeaux. C'est une ville où les escrimeurs et les duellistes sont vraiment très très présents et très réputés. Ils sont recrutés par les nobles de la ville pour résoudre tous leurs différends en fait. Ils sont également recrutés et embauchés pour faire les baux lors des mariages, participer aux parades, enfin voilà. Et Richard, lui, clairement, son goal, sa vie, en fait, tourne complètement autour de l'escrime. On le découvre dans les premières nouvelles tout jeune enfant. Et on découvre également comment il va devenir duelliste, comment il va atterrir dans la ville des Bordeaux, qui va le former. Donc là, on a toute
toute l'histoire, une histoire vraiment très particulière dont je vais vous parler juste après. Et puis après, on a d'autres nouvelles où on va suivre les personnages après les événements du roman. Donc cette organisation-là du roman était très chouette. J'ai beaucoup aimé les premières nouvelles. J'ai beaucoup aimé la première partie du roman et j'avoue que la deuxième partie du roman m'a moins convaincue malheureusement. J'ai trouvé que ça mettait un petit peu trop de temps finalement à nouveau, un peu comme dans BMS, trop de temps à se mettre en place. À un moment, j'avais vraiment envie finalement de rentrer dans le vif du sujet. À un moment, je me suis même demandé finalement quel était l'objectif de l'histoire, parce que finalement, comment dire, le pitch de l'histoire, du roman en tout cas, nous est dévoilé assez tard. Et puis finalement, une fois qu'on a un peu le pitch, et ben ça se résout vachement, enfin ça se résout pardon, très vite. Donc voilà, j'avais trouvé un peu que c'était un peu déstructuré. De la même manière, alors ça m'a pas gêné dans les nouvelles du tout, mais je pense que c'est dû au format. Dans le roman, j'ai trouvé que l'écriture d'Hélène Keuchner était parfois un petit peu ardue à appréhender. Alors pas difficile, mais oui, parfois une écriture, oui, un peu ardue. J'avoue que comme ça, là, je vois pas d'autres mots. Une écriture un peu dense, un peu riche. C'est un roman, enfin, en tout cas, le roman, pour le lire, il faut que vous soyez un minimum concentré. C'est pas compliqué à lire, pas du tout, on n'est pas sur un texte très très dur, mais ça nécessite une petite exigence quand même qui est là et qui est, voilà, qui est intéressante. Donc je dirais globalement sur le roman un début qui m'a plutôt plu, comme les nouvelles, un milieu d'histoire que j'ai trouvé un peu lent, un peu décevant, et puis une fin qui est assez cool finalement, mais qui arrive un peu vite. Et puis après, on a donc les dernières nouvelles où on suit les personnages après les événements du roman, qui étaient aussi sympa, puisque c'est aussi agréable de retrouver les personnages. Ben, voilà, après, qu'est-ce qui s'est passé après, comment ils ont continué à évoluer. Voilà, donc c'est un recueil qui globalement m'a fait passer un bon moment, malgré voilà, ce creux voilà, dans le roman. C'était sympa. Je vous le recommande vraiment si vous aimez les Trois Mousquetaires, voilà, si vous aimez les duellistes, si vous aimez, parce que c'est vraiment très 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 présent, hein, le côté duel à l'épée, donc faut vraiment être, vraiment aimer ça et être intéressé par ça, hein. Si vous voulez de la guerre et du roman d'aventure, vous en trouverez pas ici, hein, pas du tout, on est vraiment, alors il me semble, voilà, je l'ai noté parce que je l'ai vu, on est dans un roman, au niveau de la catégorie, on va dire, dans la fantasy, c'est de la fantasy de mœurs, donc Manners Fantasy. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres exemples, mais a priori, on est dans cette catégorie-là de romans. Oui, c'est ça, fantasy de mœurs. Voilà, s'il y a des spécialistes de la fantasy, n'hésitez pas à me donner d'autres intitulés de romans en commentaire. Peut-être que je chercherai à l'occasion, et si jamais je trouve, je mettrai en barre d'informations d'autres romans de cette catégorie-là. Donc voilà, mais par contre on est très très axé duel à l'épée, hein, comme je le disais, donc si c'est pas votre cam, clairement passez votre chemin, parce qu'il y a beaucoup de duel à l'épée, ça tourne quand même beaucoup autour de ça. Voilà, mais bon, voilà, j'ai passé un moment sympathique, c'était agréable, et j'étais malgré tout contente de découvrir l'écriture de Hélène Keuchner, dont le roman Thomas le Rimeur, qui est peut-être le plus connu, vient de ressortir, et qui moi est dans ma wishlist depuis longtemps, mais c'est vrai que j'avais plutôt pris l'option de découvrir celui-ci. Voilà, donc un avis mitigé, mais bon, voilà, je pense que j'ai donné, si vous aimez clairement les duels à l'escrime, c'est pour vous, voilà, clairement. On va passer à toute autre chose, puisque là on va passer à 3 romans asiatiques. Donc j'ai d'abord lu un petit recueil de nouvelles qui est donc La tombe des Lucioles de Akiyuki Nozaka, c'est publié chez Piquier dans leur collection Poche. Ici, sans surprise, on va découvrir la nouvelle qui est à l'origine du roman, pas du tout, du film d'animation La tombe des Lucioles de Isao Takahata, film que j'aime, pardon, que j'adore, qui m'a beaucoup fait pleurer, qui m'a beaucoup émue et beaucoup touchée. Si vous n'avez jamais vu le film d'animation, il est dispo sur Netflix, je crois, donc je ne saurais trop vous le recommander. Par contre, ne regardez pas le film si vous êtes dans une période un peu compliquée de votre vie, ça va vous achever. Regardez autre chose. Voilà. Mais sinon, c'est dans un état normal, je vous recommande le film La tombe des Lucioles, ça vaut le coup de le voir ne serait-ce qu'une seule fois. Donc ici, on va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle... Est-ce qu'on a son nom d'ailleurs à ce jeune garçon? Je ne suis pas certaine. On va suivre un frère et une sœur qui sont dans l'après-guerre en 45. Et on va suivre clairement leur descente aux enfers. J'en dirai pas plus parce que ben voilà, c'est une nouvelle, j'ai vraiment pas envie. Si vous connaissez pas du tout l'histoire du film, j'ai pas envie de vous dire quoi que ce soit. Je préfère que vous rentriez dans cette nouvelle
j'allais dire, libre de toute information et de la découvrir comme ça. Il y a une deuxième nouvelle dans le recueil qui s'intitule Les algues d'Amérique, et je dois bien avouer que celle-là, j'ai lu ces deux nouvelles il y a peu durant le mois de juin. Je n'en ai quasiment aucun souvenir. Elle ne m'a pas du tout laissé un souvenir impérissable. Il est vrai que clairement, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était La tombe des Lucioles. Donc sur La tombe des Lucioles, moi j'ai trouvé, donc c'était une bonne lecture. Un cran en dessous du film, principalement en termes d'émotion, j'ai trouvé que finalement l'écriture, elle était froide et distante, et que tout ce qui m'avait ému dans le film, tout ce qui m'avait bouleversé et touché, finalement ici, l'auteur nous maintient à distance, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, et je n'ai pas eu autant d'empathie ni ressenti autant de douleur que j'ai pu l'avoir dans le film d'animation. Voilà, je suis contente de l'avoir découvert. Moi, je vous recommande. Alors, si jamais vous n'avez pas vu le film, à l'occasion, lisez peut-être la nouvelle en premier. J'ai vu des personnes qui, elles, au contraire, avaient été très touchées par ce texte. Alors, peut-être le fait d'avoir été tellement touchées par le film fait que le texte paraît un cran en dessous. C'est une possibilité aussi. Je suis malgré tout contente d'avoir découvert ce texte. Alors, si vous avez vu le film par rapport à la nouvelle également, sachez que c'est la même chose. Les événements principaux y sont. C'est extrêmement fidèle, le film est extrêmement fidèle à la nouvelle. Il y a, oui j'allais dire même la fin, non, c'est extrêmement fidèle. Hein. Donc il n'y a pas de surprise non plus hein, dans le déroulé de l'histoire. C'était une chouette lecture malgré tout et je suis très contente de l'avoir découvert. On va rester dans les joyeusetés hein, puisque j'ai lu Et puis après de Kazumiko Murakami, c'est publié chez Actes Sud. Ici on va se trouver juste après le tsunami de 2011 sur les côtes, est-ce qu'on nous dit où on est précisément? On est sur les côtes japonaises de toute façon puisqu'on va suivre Yasuo, pardon, qui est pêcheur, hein, qui est directeur de l'association des pêcheurs de son village. Et puis il va vivre le tsunami en direct hein, puisqu'ils vont être en train de pêcher quand les alertes vont se déclencher. À nouveau, c'est un texte assez court, on est je pense limite au niveau de la nouvelle, hein, ça fait même 97 pages, donc on n'est même pas dans les 100 pages, on peut considérer presque que c'est une nouvelle. On va être principalement sur les réactions et l'attitude de la population, hein, qu'est-ce qui s'est passé après ce tsunami, les drames, la douleur, la reconstruction personnelle ou pas, comment soi-même en tant qu'individu on réagit après avoir tout perdu, après avoir éventuellement vu des gens mourir ou eux-mêmes perdre tout. Le sentiment aussi d'injustice, le fameux sentiment, alors je crois que ça a un nom mais je ne le retrouve pas, où on se dit mais finalement pourquoi moi est-ce que j'ai survécu et je suis vivant alors que d'autres ont tout perdu ou ont perdu des êtres très proches et qui comptaient beaucoup pour eux. C'est un très joli texte, il est assez bouleversant, moi je n'ai pas vécu de tsunami mais j'ai trouvé que tout m'était retranscrit de manière très réaliste, c'est assez sensible. Finalement, les réactions qu'a Yasuo, moi, elles me paraissent tout à fait normales et tout à fait humaines. Voilà, c'était une belle lecture. On a à la fin pardon, une petite postface de l'autrice où elle nous raconte également pourquoi elle a choisi d'écrire ce texte et quel est son lien avec cette histoire, avec ce tsunami. Ça aussi, c'était éminemment intéressant. Donc voilà, moi je vous le recommande si à nouveau vous êtes intéressé par les suivis de catastrophes. Alors je dois bien avouer que dans ce point lecture entre une épidémie, la Seconde Guerre mondiale, le tsunami de 2011, il y a une espèce de thématique un peu apocalyptique hein, quand même. Hein. Et c'est pas fini puisqu'après j'ai lu Et si les chats disparaissaient du monde de Genki Kawamura, publié chez Pocket. C'est une très jolie histoire. Enfin, moi j'ai été très touchée par ce texte. À la limite entre le conte philosophique, le développement personnel qui porte pas son nom et le roman de vie, j'allais dire presque. Donc ici, on va rencontrer un jeune homme qui a 30 ans et qui apprend tout au début de l'histoire qu'il va mourir très rapidement, d'ici quelques jours au pire, quelques mois au mieux. Et puis, dans sa désespérance, il reçoit la visite du diable. Et le diable lui propose d'effacer tous les jours, ou à chaque fois qu'il le lui proposera, en tout cas, une chose, voilà, un objet, une chose
de l'ensemble de l'humanité et que cela lui permettra de vivre quelques jours de plus à chaque fois qu'il éliminera quelque chose. Et forcément, eh bien, à chaque fois qu'il va choisir d'éliminer un objet ou une chose, il va nous raconter quelle est l'importance finalement de cet objet, puisque le diable ne va pas choisir les objets de manière aléatoire, comme on pourrait le penser. Chaque objet qu'il va choisir va avoir une importance pour notre narrateur, et il va nous raconter finalement pourquoi cet objet est important pour lui, et puis parfois la disparition de cet objet va l'amener à faire quelque chose ou à entraîner, à avoir une chaîne d'événements qui vont l'amener à réfléchir sur sa vie, sur le sens de la vie, voilà. Vous voyez le genre de roman que c'est. Donc voilà, moi je le mets entre le conte philosophique et puis le développement perso. C'est un texte qui, comme les contes philosophiques et le développement perso, finalement nous amène à nous questionner sur nous-mêmes, hein, sur notre rapport aux objets, à certains objets. Est-ce que finalement vous-même, hein, vous accepteriez de faire disparaître certains objets qui ont de la valeur pour vous, mais en échange de quelques jours de vie de plus, je ne sais pas. C'est un texte que j'ai trouvé drôle par moments, c'est un texte touchant, c'est un texte qui m'a fait verser ma petite larme, où j'ai été émue, c'est doux, comme les Asiatiques savent le faire, cette espèce de langueur et de douceur qu'on a parfois. Ce que j'aime beaucoup dans la littérature asiatique et ce que j'ai retrouvé ici, c'est cette capacité à dire des choses difficiles de manière très simple. Voilà. Sans forcément, on ne s'embarrasse pas de grandes phrases, on ne s'embarrasse pas de grandes envolées lyriques ou philosophiques. Non, les choses sont dites de manière simple. Et c'est vraiment, je regardais si j'avais mis des post-it, mais non. C'est vraiment ce que j'aime dans la littérature asiatique, et c'est ce que j'ai retrouvé ici, c'est-à-dire parfois des phrases que vous prenez un peu comme des uppercuts et qui vous font vous arrêter, poser votre livre et de vous dire waouh, celle-là, elle m'a touchée, elle m'a remuée. Et c'est ce que j'ai trouvé dans ce texte, moi j'ai beaucoup aimé. On a quelques thématiques un petit peu difficiles, hein, voilà, notamment, il va mourir, hein, donc c'est sûr que c'est pas facile. Voilà une grande phrase que je viens de dire, mourir c'est pas facile. Formidable, je pense que vous avez compris l'idée, mais bon. Donc on a quelques thématiques un petit peu difficiles. Mais voilà, moi j'ai passé un bon moment, c'était un beau texte, je pense que je le relirai, je pense un jour, il va rester dans la bibliothèque un petit moment, et à l'occasion je le relirai, je vous le recommande celui-ci, vraiment, si vous aimez la littérature asiatique bien évidemment, et cette dimension un petit peu conte philosophique, moi ça m'a beaucoup plu, voilà. Et le dernier titre, dernière lecture de mon mois de juin qui m'a accompagnée pendant un bon petit moment, il s'agit du 22-11-63 de Stephen King, publié au livre de poche, une autre méga briquette, que j'ai lu en lecture commune avec beaucoup de gens, lecture commune organisée par Dorian de la chaîne Monsieur Cabric. Alors c'était une lecture qu'il avait organisée sur la totalité du mois de juin, puisque voilà, on a un beau pavé de plus de 1000 pages, et moi je l'ai tronçonné, c'est élégant aussi, en deux. J'ai lu la première partie, j'ai fait une petite pause avec un ou deux titres entre deux, et puis j'ai enchaîné la deuxième grosse partie du roman, je l'ai donc lu en deux fois. Ici, on va faire la rencontre d'un homme dont j'ai oublié le nom. Cet homme va être recruté d'une certaine manière par un homme qui tient un bar et qui va lui faire découvrir qu'à l'arrière de son bar, il peut retourner dans le passé, quelques années avant la mort de JFK. Alors bien évidemment, je n'ai pas pris de note, je n'ai aucune idée, j'aurais dû noter l'année dans laquelle on est. 58 je crois qu'on se retrouve en 1958 il me semble-t-il. Et il va lui expliquer qu'il va bientôt mourir et qu'il l'a choisi pour réussir à faire ce que lui n'a pas réussi à faire jusqu'à présent et qu'il n'a plus le temps de faire puisqu'il est malade, c'est-à-dire sauver John Fitzgerald Kennedy. Voilà, donc ça c'est le point de départ de cette histoire. Vous vous doutez bien qu'on est avec Stephen King et finalement le cœur de cette histoire ne va pas forcément être ce à quoi je m'étais attendue au démarrage. Alors déjà, on est avec le King, donc on va poser les choses tout de suite. Il y a des longueurs. Voilà, clairement, il faut le savoir, il y a des longueurs. Quand vous lisez Stephen King, vous savez que vous allez avoir des digressions, vous savez que vous allez avoir un petit peu de lenteur, encore plus sur un roman qui fait 1000 pages. Il y a des parties que certains dans la lecture commune ont trouvé peut-être inutiles, peut-être que l'auteur aurait pu s'en dispenser.
C'est possible à certains moments, mais il n'empêche que elles sont là et que bah voilà, clairement il y a des longueurs, hein. Ne soyez pas étonnés par rapport à ça. Ensuite, deuxième chose, j'ai été juste un petit peu déçue que finalement vous allez voir assez vite que l'histoire va se scinder en deux parties. Et finalement, la partie qui va être associée au décès, enfin oui, à la mort de John Fitzgerald Kennedy, ne va plus forcément être le point principal de l'histoire. Je ne vais pas vous dire quel est le point principal de l'histoire, en tout cas à mon sens. Je préfère que vous le découvriez par vous-même. Donc moi, j'étais juste un tout petit peu déçue que finalement la mort de JFK passe un petit peu au second plan à certains moments. J'aurais peut-être préféré à certains moments que ça reprenne le pas sur l'autre partie, mais il n'empêche que on est avec le King, hein, et il nous emporte malgré tout sans problème. Je trouve également qu'il gère plutôt bien la question du voyage dans le temps, parce que je trouve que c'est un sujet qui peut être très casse-gueule et que c'est pas facile vraiment de gérer ça, puisque bah voilà, vous repartez dans le passé, donc j'allais dire le simple fait de respirer, ça peut avoir une influence. Donc je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, avec une explication qui est également assez maligne et très intelligente, clairement. Je l'ai jamais vu nulle part, j'ai trouvé ça très très malin. Et puis, finalement, je vous parlais d'une histoire qui se scinde en deux, et cette deuxième histoire qu'on va découvrir, je l'ai adorée. Je l'ai adorée. J'ai été très très touchée par cette deuxième histoire. J'ai pas envie de vous dire de quoi il s'agit non plus. Je sais que si vous cherchez des résumés ou des avis, vous allez voir de quoi il s'agit. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie que vous le découvriez finalement de vous-même. Vous savez que moi, c'est ce que je préfère, hein, rentrer dans les histoires finalement sans trop en savoir. Et là, j'ai pas envie de vous dire quelle est cette finalement cette deuxième histoire qui va prendre le pas, qui va emporter notre personnage, qui va le changer, qui va le faire prendre conscience de beaucoup de choses. Ça va l'amener à faire des choix difficiles. Il y a plein de thématiques aussi qui sont évoquées dans ce roman, qui sont des thématiques chères à Stephen King: la place des femmes, les violences faites aux femmes, voilà, beaucoup de thématiques qui tournent autour de ce sujet-là. J'ai fini en larmes ce roman. C'est un excellent Stephen King. J'ai vu qu'il était chouchou de énormément de personnes. Alors j'en ai pas eu assez encore pour pouvoir dire que c'est mon chouchou. Par contre, il va rester dans ma bibliothèque un bon moment, celui-là aussi. Est-ce que je le relirai? Alors je vous le dis tout de suite, pas maintenant. Pas maintenant, hein, parce que il y a vraiment des longueurs. Et si je le relis, je sais pas finalement si je ferai pas une lecture un peu... une lecture choisie, j'allais dire, avec juste certaines parties et pas forcément tout. C'était... Alors la partie également qui tourne autour de la mort de JFK est intéressante. Je pense que d'un point de vue historique, j'ai aussi appris pas mal de choses, notamment par rapport à Lee Harvey Oswald, hein, qui est l'homme qui a tué Kennedy. Voilà, moi je vous le recommande si vous n'avez... Alors, si vous n'avez jamais lu Stephen King, je ne vous recommande pas de commencer par celui-ci. Je pense qu'il vaut mieux commencer par des titres plus courts, voire par des nouvelles. Si vous êtes passionné par JFK, je ne vous recommande pas forcément non plus de commencer par celui-ci, sachant, comme je vous le dis, que finalement, la mort de JFK ne sera plus au bout d'un moment le point principal de l'histoire. Voilà. Donc, sachez-le malgré tout quand vous démarrez, hein. Voilà, c'est une excellente lecture, j'ai adoré. Je pense pas que ça fera partie de mes meilleures lectures de cette année, mais ça a été malgré tout une excellente lecture. Et moi je vous le recommande vraiment si vous avez déjà lu du King, hein, vraiment, parce qu'il y a ces fameuses longueurs et lenteurs même par moments qui peuvent désespérer certains lecteurs parfois. Voilà, donc c'était une excellente lecture, mais voilà une autre pavasse qui m'a aussi pris beaucoup de temps sur ce mois de juin, même si j'y ai pris beaucoup de plaisir malgré tout. Juste, si jamais vous ne le savez pas également, Dorian, donc de Monsieur Cabric, Séverine d'Il est bien ce livre, Céline de Céline Lecture, Armance de Armance Around the Corner, j'espère, et Eva de Perfect Books, ont lancé un groupe qui regroupe toutes les lectures communes qui vont tourner autour de Stephen King autour des prochains mois. Il y a tout un tas de LC qui sont prévus là sur septembre et puis même sur l'année prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter ces 5 personnes, je vous mettrai leur lien dans la barre d'informations pour avoir accès. Le petit lapin est en train d'essayer de manger mes livres, excusez-moi pour cette interruption, pour avoir l'accès donc au groupe Facebook, puisque tout est regroupé là-bas. Voilà.
Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce point lecture qui sera donc le seul publié pour le mois de juillet puisque je n'ai pas lu autre chose durant tout mon mois de juin. Si jamais vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé et que vous avez un avis similaire au mien ou un avis différent, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si jamais il y a des lectures communes qui vous intéressent. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je partage au fur et à mesure toutes les lectures que je démarre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!